meeting is being recorded. Bonjour Robert, bonjour René, tellement heureuse de vous revoir. René, je n'ai pas encore eu la chance de te voir en personne, puis j'ai hâte que ça se passe, mais merci d'être là ce matin. Bienvenue, Aujourd'hui, je veux qu'on parle de cet événement qui va avoir lieu en fin de semaine, de la lettre que vous avez écrite et adressée au Collège des médecins, puis à la santé publique, à plusieurs personnes. Puis pour comprendre ce processus que vous avez mis en branle, j'aimerais ça qu'on revienne au tout début. Qu'est-ce qui vous a incité à faire cette lettre? Comment ça a démarré tout ça? Vas-y, René. Bon, moi, je vais commencer comme là, je me suis donné une discipline. J'informe les auditeurs que je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'informe les auditeurs que les sources de ce qu'on dit peuvent se trouver sur le site de Réinfo-COVID, annexe à la lettre que nous avons écrite. Et j'informe les auditeurs qu'il peut y avoir des propos choquants. Et s'ils sont choquants, c'est parce que les gens ne sont pas habitués à avoir un climat de discussion qui entoure le COVID. Alors, il y a des informations qu'on sort qui peuvent apparaître choquantes, mais qui sont vérifiables, qui sont véridiques. Et qui, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon introduction. Bon. Que c'est bien dit. Alors là, si on demande pourquoi est-ce qu'on a fait ça, c'est qu'on se demandait comment briser le mur de silence, comment approcher le Collège des médecins dont tous les médecins ont peur, puis dans le but que les parents aient l'information correcte pour prendre une décision au nom de leur enfant. Il s'agit d'une injection, il s'agit d'un produit qu'on ne peut pas retirer, donc c'est un geste irréversible. L'enfant ne peut pas donner son avis. C'est un produit expérimental. Puis les parents ont une information qui, comme on le démontre dans la lettre, est souvent fausse. Alors le but, c'est vraiment que les parents qui ont une grande responsabilité de prendre une décision très délicate, qu'ils aient l'information adéquate. Puis, quand tu parlais de propos choquants, tu vois, l'information est fausse. Ça n'est un propos qui peut être choquant pour certaines personnes d'entendre ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut parler pour créer cette ouverture qui permet de considérer des points de vue et des informations qui sont contradictoires parfois. Alors, je te remercie, René, d'avoir parlé de ça à l'avance parce que ça permet peut-être de créer cette ouverture justement à dire, bien, peux-tu au moins vous écouter? Vous êtes deux médecins en passant. Il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. René Lavigueur, tu travailles comme médecin en Gaspésie. Moi, je suis omnipraticien, donc pratique générale en Gaspésie. Je fais principalement des soins à domicile, soins palliatifs, mais j'ai toujours été intéressé aux enfants, puis j'ai fondé le Centre de pédiatrie sociale ici à Capcha avec le Dr Gilles Julien il y a quelques années. Alors, l'intérêt a toujours été là. Je comprends. Puis Robert, tu es médecin en retrait, c'est ça? En retrait, oui, pas en retraite, mais en retrait. C'est-à-dire que je me suis dissocié, en fait, du Collège des médecins. J'étais médecin considéré comme inactif l'année passée. Mais quand on est inactif, il faut respecter le code de déontologie. Puis le code de déontologie, moi, je l'ai toujours respecté. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste qu'actuellement, si tu respectes ton code de déontologie, tu vas être à couteau tiré avec le Collège des médecins, curieusement. Parce que dans le code de déontologie, il y a des trucs qui s'appliquent. Il y a toute une série de règles. Et moi, ça m'a amené à lire ça parce que je n'ai jamais lu le code de déontologie pendant mes 40 années de pratique médicale. Hein. Mais j'ai toujours suivi ça intuitivement. D'abord, ne pas nuire, donner une information aux gens avant d'intervenir. Et pour leur permettre d'avoir un consentement toujours libre et éclairé aussi, donner donc un éclairage. Alors qu'actuellement, tu vois, on a bafoué la totalité là, de ce qui est là-dedans. Tu sais. Moi, je fais juste regarder, le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques. Mais la science n'a jamais été là pour imposer ou devenir dictatoriale, et pour informer. Puis des sciences surtout que j'appelle molles,
par rapport à, tu sais, molle, c'est-à-dire complexe. C'est pas comme une boule de billard. Si tu arrives à à telle vitesse, dans tel angle, tu sais où elle va aller, la boule de billard, tu sais. Parce que c'est simple. La boule de billard, elle ne réagit pas, elle n'a pas de spécificité. C'est une boule de billard, c'est des choses qui sont faciles à analyser. Mais un humain, c'est une bébête compliquée. C'est complexe. On arrive chacun avec une histoire. On a des valeurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a qui sont d'une nature plus prudente, il y en a qui sont d'une nature plus audacieuse. Alors, qui conjuguent mieux avec le risque. Il y en a d'autres qui ont peur de tous les risques. Alors, et puis, il faut tenir compte des individus, de leur sensibilité, de leurs valeurs quand on prend une décision avec eux autres, mais c'est eux autres de façon ultime qui prennent la décision. Alors que là, c'est comme si, ferme ta boîte, écoute, puis tends l'épaule. Puis là, tu es un bon citoyen. Bref, deviens comme un petit enfant, puis obéissant, soumis, puis fais confiance aux autorités. Un instant, tu sais, un instant, pour les enfants, bon, là, on revient aux enfants, ça nous amène à dire, il faut traiter l'enfant avec respect. Dire, et c'est ça moi, c'est ça qui m'a mobilisé. Hein, la première fois que je suis sorti de ma zone de confort, et puis je suis allé à Québec, c'est parce qu'il y avait une manif pour les enfants, pour protéger nos enfants, pour arrêter cette espèce de violence qui était infligée aux enfants, les isoler, alors qu'ils ne sont absolument pas à risque. C'est su, c'est connu depuis le début. Là, mais on a appliqué, dans le fond, pour protéger les profs, parce qu'on a tellement généré de peur qu'il fallait protéger nos profs. Puis là le syndicat s'est mis du côté des profs, ça demande la protection, puis ci, puis ça. Puis tout le monde s'est embarqué dans une folie de peur. Hein? Alors que ceux qui avaient un discours qui était un petit peu plus rassurant, en tout cas réconfortant, se faisaient traiter de rassuristes. Ce qui était de bonne loi, là, c'était d'être un alarmiste. Alors, c'était ça qui était de bon ton. Puis si tu voulais être responsable, tu étais alarmiste, tu étais inquiet. Alors, il y a donc, quand on parle d'information, puis d'information, de désinformation, de mésinformation, c'est le pauvre, tu sais, l'individu moyen de la société, là, il est mal pris là-dedans. C'est comme, il finit par avoir une démission de l'esprit, là, quasiment. Là. Je n'ai pas les capacités d'analyser tout ça, je n'ai pas le temps de faire ça. Alors, je vais faire confiance aux autorités. Les autorités sont supposées d'être responsables. Il y a du monde compétent là-dedans, puis qui ont analysé les choses, les tenants et les aboutissants. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a des conflits d'intérêts. Puis René, tu as raison de le mentionner en prenant la parole tout le temps. De commencer par ça. Puis moi aussi, je suis sans conflit d'intérêt. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent à Réinfo COVID travaillent bénévolement. T'sais? Puis on fait ça parce qu'on a un rôle comme citoyen. T'sais, moi, je ne suis plus médecin, mais je reste avec la fibre de la médecine, puis je vois comment on maltraite la médecine, les médecins, les patients, comment notre code de déontologie il est malmené, il est maltraité, puis on veut agir là-dessus pour protéger ce qu'il y a de plus précieux actuellement, qui s'appelle nos enfants. Nos enfants qui ne sont pas à risque, et puis qu'on est en train de vouloir intégrer à la cédule vaccinale, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puis il y a des bonnes chances si ça se passe aux États-Unis, que ça arrive ici aussi, qui ont voté 15 contre 0, à intégrer la vaccination COVID à la cédule vaccinale, ce qui leur donne une immunité légale jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que personne ne sera capable, après ça, si ça passe, personne ne sera capable de recourir à un avocat pour aller les attaquer en cours. Écoute, c'est comme... En tout cas, il faut réagir à ça. Puis il faut protéger nos enfants, puis inviter les parents. Nous autres, on a encore la foi, René puis moi. Je ne sais pas si on a raison d'avoir encore la foi dans une possibilité d'avoir un peu d'influence sur nos autorités, puis leur dire,
vous avez un code de déontologie. C'est vous autres qui imposez ça à tout le monde. Et vous avez raison, on doit être mené par des principes, des valeurs, et puis les respecter. Et le médecin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa liberté individuelle. Écoute, c'est inscrit dans le code de déontologie. Là, si tu as une liberté professionnelle, tu as une liberté professionnelle de parler aussi, d'exprimer ton point de vue. Parce que la science, c'est pas, comme je disais, la médecine, c'est pas une science pure, c'est une science appliquée avec différents points de vue. Puis alors, il faut tenir compte de l'individu, il faut replacer le malade au centre du processus, puis le médecin a un rôle à jouer. Puis ce n'est pas un algorithme qui est fiché dans un algorithme, puis il doit appliquer ça bêtement, puis aveuglément. Non, jamais. Pour moi, ce n'est pas ça la médecine. Donc, la lettre que vous avez adressée au Collège des médecins, est-ce que c'est une invitation à revoir le code de déontologie ou encore, non, pas nécessairement, mais le message que tu passes, c'est que vous avez un code de déontologie, puis la base, c'est de le regarder, d'en prendre connaissance. Oui, René. Pour les auditeurs, si on replace le contexte, là, on a une maladie, une pandémie. Puis on intervient chez les enfants en leur proposant une injection d'un produit. La première chose à se demander, quel est le danger pour les enfants? Bon, le danger, si on veut illustrer, le danger pour un enfant de mourir de COVID est équivalent au danger dans une année qu'un enfant soit frappé par la foudre. Est-ce qu'on va mettre tous les enfants du Québec confinés dans les maisons pour éviter qu'ils soient frappés par la foudre? Ça, c'est le danger qui est minuscule. Maintenant, est-ce qu'il y a un danger du produit? Si le produit, c'était de l'eau, on dirait, ben là, il n'y a aucun danger. Mais ce n'est pas de l'eau. C'est un produit qui est fabriqué dans des laboratoires de thérapie génique. Ce n'est pas un produit qui est fabriqué dans les mêmes laboratoires que les autres vaccins. Ça illustre une première erreur, fausseté qui a été répandue. Un vaccin comme les autres. Ce n'est absolument pas un vaccin comme les autres. C'est pour ça qu'on peut faire le parallèle entre un produit comme ça et la thalidomide, pour ceux qui ont un certain âge qui savent ce que c'est. C'est un produit dans les années 60 qui a été donné comme le diéthylstilbestrol aux femmes enceintes et qui a causé un désastre. Les cancers et de l'infertilité pour le diéthylstilbestrol chez les filles, les fœtus. Les fœtus, c'était donc, c'est donné chez les femmes enceintes, c'est le fœtus. C'est quand ils sont devenus adultes qu'on s'est aperçu qu'il y avait des cancers du vagin, des cancers très rares, puis de l'infertilité. Alors, ça c'est un propos choquant. Quand je t'ai annoncé tantôt qu'il y aurait des propos choquants, les gens vont dire, ben oui, on doit faire le parallèle entre un vaccin puis... ben, je regrette, mais on a exposé ça au Collège des médecins tel quel dans la lettre et ils ne peuvent pas rien dire. D'ailleurs, ils n'ont rien dit à ce sujet-là. La réponse qu'on a eue, ils n'ont pas discuté aucune des informations que nous avons mises. D'ailleurs, ici, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question d'information. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire, René, parce que l'information que vous avez donnée au Collège des médecins, c'est une information qui est appuyée par la science. C'est de l'information, c'est véridique. Oui. Et puis, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que c'est difficile, parce que là, on a du retard à rattraper. Parce que quand on a dit un vaccin sûr et efficace, c'est faux. On ne peut pas plus faux que ça. Quand on voit les milliers de morts aux États-Unis, partout dans le monde, dans les rapports, quand on voit toutes les conséquences à long terme, même la compagnie le savait en février 2021. La compagnie avait fait une recherche dans le monde entier sur les premiers effets de son produit. Il a fallu un ordre de cours aux États-Unis pour que ce soit publié parce que la compagnie voulait juste révéler cette information-là dans 75 ans. L'ordre de cours les a forcés, puis on a trouvé qu'en février 2021, il y avait 1291 effets secondaires répertoriés dans les classes, donc maladies neurologiques, sclérose en plaques, maladies cardiaques,
maladies inflammatoires, cancer. Alors, on savait. Puis, c'est terrible de dire que c'est un vaccin sûr et efficace. Ça, c'est comme des slogans qui ont été adoptés et qui ont été conseillés par les firmes qui s'occupent de conseiller le gouvernement et conseiller la santé publique comment convaincre les gens de se faire vacciner. Bon, juste ça, là. Un produit expérimental, ce n'est pas éthique d'en faire la promotion par de la crème glacée ou par une loto ou par quoi que ce soit. Ce n'est pas éthique parce que c'est expérimental. Quand on fait une expérience avec un enfant, bon, on fait une nouvelle recette. Là, l'enfant va dire, ouais, mais on peut changer cette farine-là pour une farine de blé? Qu'est-ce que ça va faire? On pose toutes les questions, on regarde qu'est-ce qui se passe. On a un vaccin expérimental, puis on ne se pose aucune question. Pourtant, toutes les questions sont permises. C'est pour ça que, dans la lettre, on a avancé aussi la question de l'infertilité. Alors, c'est sérieux, ça. Est-ce que le vaccin qu'on a donné aux jeunes filles de 8 ans ne fera pas en sorte qu'elles seront infertiles plus tard? Je pose la question à la compagnie. La compagnie ne peut pas y répondre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a fait une étude chez les animaux qui a montré que ce produit-là toxique, la protéine S de surface et l'ARN messager, se localise prioritairement dans les ovaires des rats. C'est une étude qui a été faite au Japon. La compagnie a essayé d'enterrer ça. C'était écrit en japonais. Mais on l'a découvert après. Quand on découvre ça, là, j'espère que tout le monde comprend, j'essaie d'être le plus clair possible, mais si on découvre qu'on fait une expérience chez un animal, puis ça s'en va dans les ovaires, puis c'est un produit toxique, bien, normalement, tu te dis, ben, hey, oh, c'est sérieux, ça, on va le refaire chez plus de rats pour voir si c'est vrai. On va analyser les ovaires, on va les euthanasier, puis faire de la pathologie. Rien de ça a été fait. Alors, on est en droit aujourd'hui de poser la question publiquement. Puis moi, je le fais comme médecin, sans peur d'être radié. Puis si on me radie, j'aurais dit la vérité, point final. Puis j'ai droit à des questions. Alors, je demande, est-ce que vous pouvez nous offrir la certitude, M. Boileau, tous les gens du gouvernement, de la santé publique, Horacio, Arruda et les autres qui ont intervenu à ce moment-là, pouvez-vous nous dire que ce produit expérimental-là est sécuritaire au point de vue de la fertilité de nos enfants? On a le droit de poser cette question-là. Ça n'a même pas été fait, ça n'a pas été dit. Là, je parle d'infertilité, mais il y a beaucoup d'autres inquiétudes qui auraient lieu d'avoir. Alors ça, c'est un scandale d'une ampleur inimaginable. Ce n'est pas basé sur une opinion, c'est des faits. Je trouve ça tellement, quand tu dis choquant, là, c'est aussi frappant d'entendre ça. J'ai l'impression qu'on a besoin d'entendre ça et de la bouche des médecins. Tu sais, dans les journaux, ce qui paraît souvent, c'est oui, il y a des myocardites, par exemple, mais les avantages ou les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients. C'est souvent ce qui est dit et les gens restent sur l'impression que c'est tellement rare que ça arrive, ces problèmes-là, que ça ne vaut pas la peine de s'empêcher de profiter de ce nouveau médicament. Qu'est-ce que vous auriez à répondre par rapport à ça pour qu'on y voit plus clair? Écoute, moi je peux avancer quelque chose. Tu sais, quand on nous dit safe and effective, tu sais, René, ce que dit, écoute, il n'y a rien qui est contestable là-dedans. Tu sais, c'est un vaccin encore au stade expérimental, puis personne ne peut contester ça. Tu sais, on attend des études finales, on a des études préliminaires. Les études préliminaires, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Puis même si on a un peu plus de recul, les compagnies se sont organisées pour supprimer le groupe témoin. Ce qui fait qu'après 3 ans, on ne pourra pas regarder le groupe témoin versus le groupe vacciné. Normalement, ça se fait à double insu, à savoir ni le médecin, ni le patient, ceux qui participent à l'expérience, sont au courant. Je vais juste t'interrompre sur une chose. Il faut comprendre que ce que Robert explique, on parle des expériences chez les humains. Parce qu'on a sauté l'étape d'expérimentation chez les animaux. Alors, il faut comprendre que là, les humains sont les cobayes. Continue, Robert.
Mais c'est ça. Puis normalement, ce qu'on fait, c'est on a un groupe, on a 2 groupes qu'on choisit au hasard. Et puis là, on expérimente, on teste, on donne l'injection, le vaccin, ce qu'on a décidé de nommer le vaccin, l'injection ARN messager, à 2 groupes. Un groupe, c'est l'ARN messager, l'autre groupe, normalement, c'est de l'eau ou quelque chose comme ça. Mais dans les études préliminaires, ils ont pris le vaccin contre la méningite, qui est le vaccin qui donne le plus d'effets secondaires, soit dit en passant, pour minimiser la différence entre les gens qui avaient des effets secondaires avec la vaccination ARN messager. Puis, ils ont pris le pire. Normalement, ils auraient dû faire ça avec de l'eau, de la saline ou je ne sais-tu quoi, un produit complètement inactif. Mais, tu vois, alors, il y a plein d'affaires comme ça que les gens ne connaissent pas. Puis, ils ne peuvent pas connaître ça si on ne les met pas au courant de ça. Mais moi non plus, je ne connais pas ça. Mais il y a des gens qui connaissent ça. Peter Doshi, du BMJ, du British Medical Journal, connaît ça. Et puis, lui, il analyse ça. Puis, il produit des papiers dans le British Medical Journal que je lis. Et puis, mais c'est pas le docteur moyen, il ne va pas lire ça le soir quand il arrive de son bureau. Il va regarder un film Netflix. Là, sais-tu quoi? Il va s'amuser avec ses enfants. Puis il va écouter pour se conformer, pour ne pas se faire attraper par le Collège des médecins. Il va se conformer sans réfléchir, sans trop réfléchir. Puis je ne peux pas le blâmer, moi. Je ne suis pas dans le blâme. Je fais juste examiner qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça se passe? Et puis, je vais reprendre l'idée du safe and effective aussi. Là, tu sais. Il nous serine les oreilles avec ça. Safe and effective. C'est efficace et pas dangereux. C'est sécuritaire. Bon. Mais il y a un troisième critère qu'on oublie parce qu'on présume que c'est nécessaire. On assume que c'est nécessaire. En sous-entendu à ça, c'est nécessaire. Mais c'est la première question à se poser. Est-ce que c'est nécessaire, cette intervention-là? Et ça, on oublie ça. Et peut-être que c'est nécessaire dans certaines sous-catégories de la population. Mais les études n'ont même pas été faites chez ces populations-là quand elles ont été faites. Là. Tu comprends? Les personnes âgées avec des comorbidités, on ne fait pas les études là-dessus parce que ça risque d'aller plus mal parce que c'est des patients qui ne vont pas bien par définition. Alors, on va peut-être avoir de la misère, puis peut-être qu'ils fabriquent moins d'anticorps. On va peut-être avoir de la misère à démontrer qu'il y a une efficacité réelle. Ça fait qu'on fait ça chez des gens en bonne santé, puis après ça, on donne ça chez des gens malades. Mais quand on expérimente, il faut expérimenter ça sur les gens auxquels on prévoit donner l'injection. Mais là, on prévoyait donner ça systématiquement au départ. Alors, on a fait ça chez des gens en bonne santé. Bon, écoutez, mais safe and effective, après ça, il faut penser à la nécessité. Puis quand je reviens aux enfants, on sait actuellement qu'entre 90 et 95 des enfants sont déjà entrés en contact avec le virus. Omicron, Delta, en tout cas, ils sont déjà venus en contact avec ça. Alors, ils ont déjà une immunité naturelle. Ensuite de ça, c'est des enfants, ils ne sont pas à risque du tout, comme disait René. Alors, pourquoi on va vacciner les enfants? Expliquez-moi ça. Moi, il n'y a personne qui a réussi à m'expliquer ça. Moi, si on me dit la mammographie, c'est efficace, puis c'est sécuritaire, je veux bien. Est-ce que parce que c'est sécuritaire et efficace, on va faire passer ça aux petites filles de 18 ans? La réponse, ça va être non. Ce n'est pas nécessaire à cet âge-là parce qu'ils n'ont pas de cancer du sein à cet âge-là. Est-ce qu'on va faire passer ça à une madame de 98 ans? Ben, tu sais, c'est comme son espérance de vie n'est pas tellement longue, là. Il n'y a probablement pas de justification d'y faire passer ça. Alors, safe and effective, il manque quelque chose aussi, c'est est-ce que c'est nécessaire? Et pour les enfants, la réponse, c'est non, avec des grosses lettres. En majuscule, des néons, si vous voulez, là, c'est pas nécessaire. Alors, vendez-moi l'idée que c'est nécessaire. Ils ont dit, ben les enfants, ils peuvent faire des COVID longs. Y a-t-il eu une seule étude qui a démontré que ça réduisait les COVID longs? Non. On présume, on assume, on croit, on espère, puis on vend l'idée que vous pouvez avoir un COVID long, donc c'est justifié de donner. Mais faites une étude. Il n'y en a pas de fait. Alors, juste avec l'idée selon laquelle
tu vas réduire les chances, les risques d'attraper la maladie, puis on le voit très bien, ça ne réduit pas les risques d'attraper la maladie. Ça ne marche pas. Puis c'est depuis un bail qu'on sait ça, là, depuis, je dirais, au moins le 6 août 2021, on sait ça, mais on n'a pas mis nos slogans à jour. Safe and effective, on continue à marteler ça comme si c'était encore vrai. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu mettes à jour tes connaissances au fur et à mesure qu'on apprend ça. Puis il y a un papier qui a été publié dans le CDC, là, avec une éclosion qui avait eu lieu dans le comté de Barnstable, puis qui montrait que la vaste majorité des gens qui avaient contracté ça, ils avaient déjà été doublement vaccinés, curieusement. Puis ceux qui avaient été hospitalisés, il y en avait 4 sur 5 qui avaient été doublement vaccinés. Alors, tu comprends, déjà à ce moment-là, on le savait que ça n'empêchait pas la transmission, puis on savait déjà que ça n'empêchait pas non plus d'être malade, sévèrement même. Alors, à partir de ça, il n'y a plus rien qui tient la route. Mais la conclusion qu'il avait donnée à l'CDC à ce moment-là, c'est il faut continuer à se faire vacciner, mais il faut porter des masques quand il y a des réunions. Alors, tu comprends? C'est comme l'aveuglement volontaire. Tu ne veux pas voir ce qui se passe ou tu tires des mauvaises conclusions sur des choses qui te frappent en pleine face. Alors, comment tu veux après ça, nous autres, on veut jaser avec les gens du Collège des médecins. C'est ça qu'on souhaite, là. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que ce que je comprends, puis vous le résumez bien, il y a eu des phrases clés qui sont fausses, qui sont contradictoires quand on regarde des données. Ce n'est pas sécure, ce n'est pas efficace. J'ai l'impression que la peur a été tellement grande, même parmi les médecins eux-mêmes, qu'ils n'entendent plus ce que vous dites comme un raisonnement, qu'ils le perçoivent plus comme un discours complotiste, hein, puisqu'on peut parler des vraies choses ici. Alors, ils se referment en disant, ben, au moins, je me protège des formes graves, démontrer que ce n'est pas le cas nécessairement. Qu'est-ce que vous attendez du Collège des médecins ou de la santé publique? Écoute, vas-y, René, parce que c'est comme on a eu une grosse discussion hier là-dessus, soit dit en passant, le collectif Réinfo COVID. Est-ce qu'il faut être paisible? Moi, je suis d'une nature paisible, puis René aussi. Là, ça fait que... Puis on donne le bénéfice du doute aux gens, puis on a toujours espoir qu'il y a des gens bienveillants, qui ne sont pas malveillants, qui ne sont pas corrompus, qui sont honnêtes, puis intègres, et puis qui travaillent pour la protection du public, parce que c'est ça leur mandat, le Collège des médecins. Alors, on souhaite que ce soit le cas, puis on veut discuter avec eux autres. Mais je te laisse la parole, René. En fait, notre lettre, c'est une invitation à examiner un à un les affirmations, les faits que l'on présente. Bon, je pense qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont lu la lettre. S'il y avait eu des faussetés, la première réplique du syndic qu'on a déjà eue aurait été dans le sens de dire vous faites complètement erreur, vous répandez des fausses informations. Il n'y a eu rien de ça. Je pense qu'ils ont compris que tout ce qu'on avançait était sourcé, était vrai, était choquant. Et là, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Parce que c'est vraiment la difficulté de quelqu'un. Je pense que le discours est tellement enfoncé, ils se sont tellement enfoncés dans des fausses choses, peut-être sans trop s'en rendre compte. Ils se sont tellement mis en contradiction avec leur propre code de déontologie que c'est très difficile de faire marche arrière. Et ça, sans parler de toutes les autres choses qu'on ne connaît pas, les influences politiques et autres. Mais ça, on présume, nous, au départ, quand on écrit, que c'est un organisme indépendant. En fait, pourquoi le Collège des médecins? C'est que qui protège la population? Normalement, c'est la santé publique. La loi de la santé publique au Québec fait en sorte que quand il y a une pandémie, c'est les politiciens qui gèrent la pandémie. De telle sorte qu'on a nommé le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, sous-ministre de la Santé. Alors, puis ensuite, il y a aussi dans la sphère du gouvernement, il y a des contrats de plusieurs millions de dollars avec la firme McKinsey, qui est une firme internationale
qui dit un peu au gouvernement comment convaincre les gens de prendre le vaccin, quel slogan utiliser, quel test faire ou ne pas faire d'autopsie et tout ça. Donc, ça, là, ça, c'est pour ça qu'en Alberta, en réalité, Daniel Smith a congédié complètement puis a qualifié de trahison les liens de la santé publique de l'Alberta avec le Forum économique mondial. Bon, c'est un parallèle que je fais. Alors là, vous avez un gouvernement une santé publique qui est influencée par le politique, qui est influencée par le marketing, qui pourtant devrait avoir comme seule priorité le bien-être de la population. Vous avez un politique qui aussi doit mettre dans la balance le Québec est la terre d'accueil des maisons mères, des compagnies pharmaceutiques. Moderna va s'installer. Au Canada, c'est la province qui accueille le plus et qui donne les conditions les plus favorables. Alors là, un politicien, comment il fait un politicien quand il doit préserver la santé de la population puis préserver les emplois? Bon, ça, c'est un premier paradoxe. Là, j'en reviens à mon discours. Donc, qui reste pour défendre les enfants ou la population? Il reste en théorie le Collège des médecins, qui est statutairement indépendant. Sauf qu'on découvre qu'il loge à la même enseigne que la firme McKinsey, qui est une firme de marketing. Imaginez-vous. Ils sont dans le même building. Bon, ça, c'est une première déception. Bon, mais nous, on veut bien faire confiance à ce que le collège représente une institution très importante qui doit défendre la population, et nous, on respecte énormément cette institution-là. Mais là, on s'adresse aux officiers de l'institution, puis on leur met un petit peu noir sur blanc, on leur dit, bien là, vous êtes en contradiction. Ça ne va pas, votre affaire, là. Fait que pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on attend? On ne se fait pas d'illusions. Mais je pense que notre lettre est un premier geste, premièrement, pour libérer la parole. Parce que je pense qu'on a démontré déjà qu'il est possible. Puis ça, c'est à l'honneur du Collège des médecins, parce que si on avait été en Ontario, je pense qu'on aurait tous été les médecins radiés immédiatement. Puis aux États-Unis, encore pire. On aurait perdu notre droit de pratique juste parce qu'on a écrit une lettre. On a quand même, il faut quand même réaliser qu'il y a quand même, on a fait une percée parce qu'on a démontré qu'on peut dire des choses et que, c'est reçu. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une action qui va suivre, mais au moins, ça a été reçu. Vous avez fait un premier pas. Écoutez, je remarque que ma batterie est en train de descendre. Et là, il y a un événement qui va avoir lieu en fin de semaine. J'aimerais que vous en profitiez pour dire quelques mots là-dessus. Puis, on se donne 2 minutes parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas plus de temps que ça, alors que je vous aurais écouté là, très, très longuement. Qu'est-ce que vous voulez dire sur cet événement? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je ne sais vraiment pas ce qu'on s'attend. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde ou pas? Mais pour moi, c'est important de faire quelque chose, de poser des gestes, d'aller au-delà des mots. Les mots, ben, tu sais, les papiers qu'on envoie, il y a très peu de gens qui sont au courant de ça. On a travaillé d'arrache-pied, particulièrement René, là, pour trouver les sources, les références. Écoute, c'est un travail de bonze, c'est un travail de moine. Et puis, pour être impossible évidemment, il y a des débunkers qui viennent et qui sont payés, je ne sais pas par qui sont organisés là, pour des décrypteurs là, qui viennent dire hey, c'est faux, c'est faux, c'est faux, puis ça c'est faux, puis ça c'est faux. Tu sais. Il dit mais il n'y a rien qui peut être démenti de ce qu'on a écrit. C'est simple comme ça. Puis le Collège des médecins est très conscient de ça. Très conscient que sur ce terrain-là, ça va être très difficile de nous prendre en défaut. Et pour moi, pour les enfants, il y a quelque chose qui mérite qu'on se lève debout et qu'on aille les parents. On ne peut pas compter nécessairement sur nos institutions maintenant pour nous protéger et c'est malheureux, mais les parents doivent jouer le rôle. Il faut arrêter d'attendre le salut des institutions et dire on a un rôle à jouer. Attendez-vous des parents en fin de semaine? Moi, je pense que ce qu'on espère, en fait, la manifestation a pour but de donner
la chance aux parents, à la population, des représentants de la population, de s'exprimer. Puis il faut voir dans quelle mesure ils ont été bafoués. Moi, je me rappelle de l'épisode des parents qui faisaient une protestation dans les écoles, mais ces parents-là disaient « Hey, c'est un vaccin expérimental, je ne veux pas que mon enfant reçoive ça. » Ils avaient 100% raison. On a fait en quelques jours une loi spéciale pour les matraquer, pour leur interdire de manifester. Ils avaient. Bon, alors, c'est pour dire qu'il y a un pourcentage, il y a un nombre, je ne sais pas combien, de gens qui sont sceptiques ou très offusqués de la façon dont ils ont été traités et forcés d'avoir. Puis, un des scandales, c'est vraiment, par exemple, quand on a dit que les enfants, on vaccinait les enfants pour protéger les adultes. Moi, j'avais toujours pensé que c'est les adultes qui doivent protéger les enfants. Là, on impose aux enfants un risque pour protéger les personnes qui meurent en moyenne à l'âge de 82 ans. Alors, je pense que les gens sont conscients du paradoxe, pas toujours dans les détails où moi et Robert, on peut l'expliquer, mais ils ont intuitivement le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Puis vous les invitez à se rassembler en fin de semaine. Rassembler, à venir prendre leur parole, à venir prendre leur place, à dire on a quelque chose à vous dire. C'est nous autres, on va les protéger, nos enfants. Et puis, mais c'est votre travail de faire ça. C'est le travail du Collège des médecins. Mais est-ce qu'on peut encore se fier sur notre Collège des médecins? Et c'est ça qu'on invite le Collège des médecins à jouer son rôle. Puis on veut les aider à jouer mieux leur rôle. Qu'est-ce qui empêche qu'ils jouent leur rôle correctement? C'est quoi les raisons scientifiques? Les raisons politiques, il y en a, là, mais les raisons scientifiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas là, pour s'objecter à ce qu'on est en train d'énoncer. Puis pour moi, le travail est là. C'est de protéger nos enfants, protéger l'avenir. L'avenir du Québec, c'est nos enfants. Et notre travail, c'est ça. Et pour moi, il faut retrouver confiance dans les institutions, retrouver confiance, mais il faut qu'ils soient dignes de confiance. Il faut qu'ils soient honnêtes, intègres et transparents dans leurs interventions. Puis il faut qu'ils suivent essentiellement il faut qu'ils arrêtent de piétiner leur code de déontologie et puis de relire le code de déontologie, puis de le respecter, puis de le faire respecter aussi. Et le rassemblement a lieu devant le Collège des médecins à Montréal. C'est aussi peut-être l'occasion justement de tendre la main au Collège des médecins puis leur dire « On est là avec vous, on voudrait travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre. » On ne veut pas travailler contre l'autre, on veut travailler avec. On veut s'allier, s'associer, puis nous aider à prendre des décisions, des bonnes décisions pour la population, pas pour l'industrie, pour la population. On est là pour la population. Et si le produit est bon, mais s'il n'est pas efficace, s'il n'est pas sécuritaire, puis il n'est pas nécessaire, bien là, il faut arrêter de donner ça. C'est comme si je vous vois comme deux électrons libres, puis il y en a d'autres qui ont signé la lettre avec vous. Vous êtes un certain nombre de personnes qui ont été assez libres pour aller chercher l'information et vous l'apporter à des gens qui ont peut-être été pris dans des dilemmes reliés à la politique, peut-être à leur rôle dans leur vie qui est bien remplie. Et vous leur demandez de vous écouter, de considérer ces informations-là pour qu'on puisse, pour les enfants, prendre de meilleures décisions. Je vous remercie, comme je vous... Oui, René? Vous avez fait un excellent résumé. Oh, je vous remercie tellement d'avoir été là. Je suis tellement désolée en même temps que ma batterie est en train de s'essouffler, mais on aura peut-être l'occasion de se voir par après. Je vous souhaite d'être nombreux. Rappelez-moi la date. Le 4 et le 5, de 11h30 à 2h de l'après-midi. C'est tout près de la station de métro Peel, 7 minutes de marche de la station Peel, sur René Lévesque. Je n'ai pas l'adresse, mais bon, vous allez sur le site de réinfocovid.ca, donc le site de Réinfo COVID, et vous allez avoir toute l'information là, l'adresse exacte, le temps, tout ça, vendredi et samedi. Alors, voilà, on vous attend. Merci à vous deux. Merci, Merci Robert. à toi, René. Merci. Merci.
merci. Vous êtes, votre dévouement, je ne sais pas, il part d'où on cherche. Est-ce que c'est le mot courage qui pourrait résumer ça? Cran, il y a une force qui vous pousse à faire ça, une force de bienveillance, d'amour. Merci infiniment. Bienvenue, très gentil. Merci d'être là. Bonjour.